Bien, bonjour à tous. Je vais éclairer votre attention un moment, je ne vais pas être longue. Alors, lors de la lecture du premier roman de cette année, vous avez été plongé au cœur d'une histoire douloureuse, au cœur d'une période la plus sombre de l'histoire du XXe siècle, je dirais même de l'histoire de l'humanité. Vous avez été plongé au cœur de l'histoire. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs sources pour découvrir l'histoire. Vous avez l'école, à travers les cours, les manuels scolaires, l'un ou l'autre documentaire que vous avez certainement visionné, Internet. Et puis, il y a des sources beaucoup plus précieuses, et d'autant plus précieuses qu'elles commencent à s'assécher, à savoir les témoins. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir non seulement le témoin de cette époque, mais aussi une victime de ce qu'a été l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, Monsieur Simon Gronowski. Alors, bonjour les enfants. Vous avez l'air très gentils. Mais j'ai à savoir, est-ce que vous êtes vraiment gentils? Oui. Bon, ça va alors, ça va. Je me sens mieux. Pour moi, c'est un grand honneur d'être dans votre école devant vous. Je suis très fier d'être invité à l'école Maria Assumpta. Et je le dois à l'invitation de Madame Mazouli et à l'accord de Monsieur le directeur Zoomers. Je suis très honoré d'être là et je suis d'ailleurs, c'est pour moi un grand plaisir de rencontrer les enfants de mon pays. Mais c'est surtout un devoir. J'ai le devoir de vous expliquer les crimes qui ont été commis pendant la guerre par un grand criminel qui s'appelait Hitler, un nazi allemand. Crimes commis en Belgique et dans toute l'Europe. Il a tué des millions de gens, Hitler. Et vous devez connaître la barbarie d'hier pour défendre la démocratie d'aujourd'hui, notre démocratie. En deux mots, les nazis ont tué ma mère et ma sœur dans la chambre à gaz de Auschwitz-Birkenau. Et mon père, qui avait échappé à l'arrestation, car ce jour-là, il n'était pas là, il avait été hospitalisé. Mais après la guerre, quand les troupes alliées, américains, anglais, français, belges, sont entrés en Allemagne et ont découvert les camps de concentration, les montagnes de cadavres, les chambres à gaz et les fours crématoires, mon père a compris que sa femme et sa fille ne reviendraient pas. Et il est mort, désespéré, en juillet 1945. Et moi-même, quand j'avais votre âge, quand j'avais 11 ans, la Gestapo, c'est-à-dire la police d'Hitler, m'a pris, m'a jeté dans un cachot. C'était la cave de la Gestapo, avenue Louise, à Bruxelles. Et le lendemain, ils m'ont mis dans une grande prison, la caserne d'Aussin, à Malines, où je suis resté un mois, prisonnier. Au bout d'un mois, ils m'ont mis dans un train, dans un wagon à bestiaux,
Un peu de paille par terre, pas de lumière artificielle. La porte coulissante s'est fermée dans un grand bruit métallique. J'étais enfermé dans un wagon à bestiaux du 20e convoi, le 19 avril 43. Et je ne comprenais rien à ce qui se passait. J'étais encore dans mon univers de louveteau. Moi, j'adorais les scouts. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Et par miracle, j'ai sauté du train et je me suis évadé. Un miracle. J'ai couru dans les bois toute la nuit. Puis le matin, j'ai été aidé par des braves gens. Et tout ça pourquoi? Est-ce que mon père avait fait quelque chose de mal? Je vous jure que mon père était un brave homme qui ne pensait qu'au bonheur de sa famille et qui n'a jamais mérité pareil malheur. Et ma mère aussi. Pourquoi tout ça? Uniquement parce que mes parents étaient nés juifs. Et à l'époque, c'était un crime qui ne pouvait être puni que de mort. Un grand philosophe français a trouvé cette formule. Il s'appelle André Frossard. Mourir pour être né. Ma famille était une famille toute simple, comme vos familles. Mon père est né en Pologne et ma mère en Lituanie. Et mon père aimait sa patrie polonaise. Il est né dans un petit village. Sa famille habitait dans ce village depuis des générations. Mais après la Première Guerre mondiale de 14-18, en Pologne, il y a eu beaucoup de problèmes. De la misère, de la famine, du chômage et beaucoup d'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est le fait qu'il y a des gens qui n'aiment pas les juifs. Et moi, je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer telle ou telle personne déterminée. Mais on ne peut pas généraliser et certainement pas tuer. Et ça se passait à l'époque en Pologne. Alors mon père s'est enfui. Il a quitté sa patrie bien-aimée. Il est entré en Allemagne. Il est arrivé jusqu'à Cologne avec la chapelle. Et là, il a décidé d'entrer en Belgique. Mes enfants, mon père est entré en Belgique en fraude, en clandestin, en traversant la frontière de nuit, en marchant toute la nuit dans une forêt. C'était un sans-papier avant la lettre, mon père. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je vous le dis, je suis solidaire des sans-papiers, des réfugiés, des immigrants. Et l'honneur de la Belgique, c'est de les traiter avec humanité et dignité. Mais à l'époque, ça allait plus vite que maintenant. Mon père a rapidement reçu ses papiers. Il a été régularisé en Belgique. Mais à Bruxelles, où il habitait, il n'y avait pas de travail, il avait faim, il avait froid. Il a été obligé d'aller travailler dans la mine de charbon en Wallonie, près de Binche, à Bray. 6 mois dans la mine. Et là, il a attrapé la maladie des mineurs. Vous savez,
les mineurs respirent au fond de la mine la poussière de charbon qui abîme leurs poumons et qui provoque une maladie qui s'appelle la silicose, mais que moi j'appelais la bronchite chronique, parce que mon père toussait beaucoup. Alors il a quitté la mine. Il a commencé une affaire commerciale dans le cuir. Et ça marchait tellement bien qu'il s'est marié avec ma mère à Liège, qui sont arrivés à Bruxelles. Et là, il a pu s'acheter sa propre maison à Etterbeek. Ils ont eu 2 enfants, ma sœur Ita, née à Liège en 1924. Et moi, je suis né à Uccle, Bruxelles, le 12 octobre 1931. Donc j'ai fêté, il y a quelques jours, mon anniversaire. Donc j'ai 87 ans aujourd'hui. Mais je me sens pas vieux entre nous. Ma sœur était une brillante élève au lycée d'Ixelles. Elle était première en grec, en latin, en littérature. Grande pianiste classique qui aimait le jazz aussi. Et moi, j'étais élève à l'école primaire d'Etterbeek, l'école communale, mais surtout un petit louveteau de la 145e BSB de Belgique. Une petite famille toute simple, unie, heureuse, une famille quelconque. Mais malheureusement, le 10 mai 40, les nazis, qui avaient déjà pris plusieurs pays en Europe, pour commencer l'Autriche, puis la Tchécoslovaquie, et puis en 1939, ils ont pris la Pologne, et puis ils ont pris le Danemark, la Norvège. Mais le 10 mai 40, ils attaquent la Hollande, la Belgique et la France. Et il occupe ces pays, Hitler. Et Hitler, lui, il avait une parano. Il voulait tuer tous les juifs. Et rapidement, ils ont pris des mesures, toujours contre eux. Obligation d'aller s'inscrire dans les registres, dans les communes. Et les communes devaient envoyer les registres des juifs à la Gestapo. Et comme ça, les nazis avaient tous les noms et les adresses des futures victimes. Interdiction de travailler, d'être professeur, journaliste, agent communal, avocat. Interdiction d'aller à l'école. Plein de mesures, toujours contre eux. Et un beau jour, obligation de porter une étoile jaune sur les vêtements. Et pour les gens obéissaient à ces mesures. Pour 2 raisons. D'abord, ils craignaient d'être dénoncés par quelqu'un, un voisin, qui aurait été dit à la Gestapo, celui-là, il porte pas son étoile. Celui-là, il n'était pas inscrit à la commune. Celui-là, il continue à travailler. Et la sanction était, à ce moment-là, d'être envoyé à Brendonk. Brendonk est un camp qui fonctionnait depuis fin 40 en Belgique. Un camp d'interrogatoire, de torture et d'exécution. Il y a combien de patriotes belges résistants qui ont été là, torturés et exécutés à Brendonk. Et les gens avaient peur d'être envoyés là, ils obéissaient, ne sachant pas que chaque mesure était un pas vers la mort. Car s'ils avaient su que c'était pour la mort,
ils se seraient révoltés, comme l'ont fait les jeunes du ghetto de Varsovie en 1943, qui ont préféré mourir en se battant. Alors un beau jour, ils ont ouvert cette caserne d'Ossat à Malines. Parce qu'ils s'attaquaient à une population sans défense, de femmes, d'enfants, de bébés, de personnes âgées, d'une façon lâche et traître. Oui, parce que s'attaquer à des femmes et à des enfants, pour faire ça, il ne faut pas être courageux. Et traître. Parce qu'un beau jour, ils y annoncent que les Juifs doivent partir travailler dans des camps de travail. En réalité, au bout du voyage, les gens ne devaient pas travailler. On les faisait entrer dans des grandes salles et on les tuait par le gaz. Et on brûlait les cadavres dans des fours crématoires. Ça, c'est le fait. Alors, ils ont ouvert cette caserne d'Ossat pour mettre tous les gens qui allaient partir. C'était un camp de rassemblement. Et puis, ils ont fait des rafles dans les rues. Ils cernaient des quartiers. Ils avaient des adresses, ils allaient chercher les gens en pleine nuit. Ils les arrachaient de leur lit. Ils les jetaient pratiquement en pyjama dans des camions et en route pour les chambres à gaz via Malines, la caserne d'Ossat. Ou bien ils arrêtaient des trams, ils faisaient descendre tout le monde et ceux qui avaient une étoile devaient monter dans un camion. Alors, des amis scouts sont venus chez mon père et ont dit « Monsieur, c'est dangereux, vous devez vous cacher. » Parce que mon père n'était pas un homme très politisé. Parce que les gens politisés étaient conscients du danger. Mon père était plutôt un poète qui écrivait en 6 langues et qui écoutait sa fille jouer au piano du Chopin. Chopin, un grand musicien, compositeur polonais. Mon père ne pouvait pas imaginer que dans l'Europe du XXe siècle, de la civilisation et de la culture, l'Allemagne des arts et de la pensée, de Goethe, de Schiller, de Beethoven, pouvait sombrer dans la barbarie. Ces amis scouts nous ont trouvé une cachette. Et le 1er septembre 1942, nous avons quitté notre maison d'Etterbeek pour aller nous cacher dans un petit appartement, rue de la Cambre 326 à Beauluet-Saint-Lambert. Je suis très précis. Je veux être précis, rigoureux, car je suis un témoin. Et un témoin doit être précis. Six mois plus tard, mon père, heureusement, n'est pas là, je vous l'ai dit. Il a été hospitalisé parce qu'il avait une crise pulmonaire. C'est le matin. On est le 17 mars 1943. C'est le petit déjeuner. Ma sœur est devant moi. Ma mère est à ma droite. Sur la table, ce qui sert de café est chaud. Ma sœur m'a préparé mes tartines à la confiture. Oui, parce que ma sœur avait 7 ans de plus que moi. Elle avait 17-18 ans. Moi, j'avais 11 ans. C'est elle qui, principalement, s'est occupée de mon éducation. Et tout d'un coup, on entend sonner avec insistance. On se regarde, paralysé par la peur. Tous nos projets de fuir par les jardins arrière s'avérèrent vains. Tout d'un coup, la porte de l'appartement s'est ouverte. 2 hommes sont entrés.
et ont crié « Gestapo, papier !» Ma mère s'est levée toute blanche. Elle a tendu sa carte d'identité. Et le nazi a regardé et s'est montré satisfait. Oui, c'est bien la famille Gronowski. On avait été dénoncé, j'ai jamais su par qui. Faites vos valises, vous partez. Ma mère demande où. Vous allez d'abord à la Gestapo, et puis vous irez à Malines, à la caserne d'Ossin. Me montrant du doigt, elle demande, et le petit aussi? Oui, le petit aussi. Et pendant que ma sœur prépare sa petite valise, l'hiver 42-43 avait été terrible. Tout le monde attendait le printemps. Et ma sœur, pendant qu'elle fait sa valise, elle voit par la fenêtre le premier rayon de soleil du printemps. Elle me dit une chose qu'un enfant n'oubliera jamais, parce que c'est gravé pour toujours dans ma mémoire. Elle me dit, tu vois Simon, il y a du soleil aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Ils ont conduit donc à la Gestapo dans la cave, et le lendemain, dans cette caserne, où j'ai resté un mois. Là, j'ai vu des choses qu'un enfant ne doit pas voir. Mais pendant un mois, on ne savait pas ce qui allait arriver. Les gens ne pouvaient pas imaginer qu'ils étaient condamnés à mort. Pendant un mois, on n'a jamais entendu le mot Auschwitz. Et au bout d'un mois, j'ai dit au revoir à ma sœur, parce que ma sœur ne veut pas être déportée en même temps que moi. Parce que ma sœur, à l'époque, avait déjà obtenu la nationalité belge. Parce que la loi disait que les enfants d'étrangers comme nous, nés en Belgique comme nous, ma sœur à Liège, moi à Bruxelles, pouvaient à 16 ans demander à être belges. Ce que ma sœur avait fait. Et à l'époque, les nazis n'osaient pas déporter les Belges. Les Juifs belges, je veux dire. Sachant que le peuple belge est un peuple humaniste, il n'obéit pas facilement, et que le peuple belge gardait un mauvais souvenir de l'occupation allemande de la Première Guerre mondiale. En 14-18, l'armée allemande a commis des crimes en Belgique, et les Belges n'aimaient pas l'occupant allemand, sauf quelques traîtres, des collaborateurs, il y en a eu, en Belgique comme ailleurs. Hitler a trouvé des collaborateurs, aussi criminels que lui. Et puis la reine Élisabeth, l'arrière-grand-mère du roi actuel, était intervenue en faveur des Juifs belges. Donc, ma sœur n'était pas déportable à l'époque. Mais moi j'étais encore étranger. À 11 ans, je n'étais pas dans les conditions pour changer de nationalité. Et je serais déporté avec ma mère. Et j'ai quitté cette caserne de malheur en disant au revoir à ma sœur, ne sachant pas que je la verrais plus jamais de ma vie, pour me retrouver avec ma mère dehors, entre deux haies de soldats, armés, casqués, avec leurs fusils, droit vers un grand wagon. Grand parce que, il me paraissait grand parce que moi j'étais petit. Et parce que, il n'y avait pas de quai là. On a mis un petit escabeau, on a dû monter. Et puis la porte s'est fermée. Et on était enfermés dans ce wagon, bien 50 personnes, gémissantes à côté de moi. Et encore une fois, le train ne part pas en plein jour. Parce que les nazis craignaient que s'ils s'arrêtent à une gare belge, la lumière n'arrivait que par deux petites ouvertures. Puis il n'y a pas de lumière artificielle, je vous l'ai dit. Et les nazis craignaient que si le train s'arrête dans une gare belge, et que des ouvriers rentrant de leur travail sur le quai ou des voyageurs entendent un appel au secours de l'intérieur, ou un bras qui sort par cette ouverture, cela aurait fait mauvaise impression. Par conséquent, le train n'a pas bougé toute la journée, il a commencé à rouler que le soir. Et à ce moment-là, je peux vous le dire, dans ce wagon,
C'était le noir total. Et j'étais dans ce wagon. Le train a commencé à rouler le soir, donc. Peu après, j'ai senti qu'il s'arrête. J'entends des coups de feu, des hurlements en allemand. J'ai su après la guerre, que 3 jeunes garçons, 3 jeunes résistants, avaient arrêté le train, ouvert un wagon, mais pas le mien, et ils ont libéré 17 personnes. Puis le train est reparti, et je suis tombé endormi dans les bras de ma mère par terre, avec l'impression que des hommes de mon wagon, encouragés par le bruit de l'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. Et de fait, à un moment donné, ma mère me réveille, le train roule, mais la porte est ouverte. Et je sens l'air frais qui entre dans ce wagon. J'entends plus distinctement le fracas des roues sur les rails. Ma mère me prend par la main et me conduit vers la porte. Là, j'attends mon tour parce que 2-3 personnes sautent devant moi. Et quand c'est mon tour, ma mère me fait asseoir sur le bord du wagon. Elle me tient par les vêtements et puis elle me fait descendre jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Et là, je me redresse, je me tiens à une barre verticale métallique que j'ai trouvée. Ma mère me tient, mais au début, j'ose pas sauter. Ce train va quand même vite. Et la proximité de la végétation qui défile sous mes yeux me donne encore une plus grande impression de vitesse. Et les derniers mots que j'entends de ma mère, elle me dit ceci: le train va trop vite. Elle dit ça dans sa langue, en yiddish. Der Zug geht zu schnell. Mais il ralentit. Elle me lâche, je saute. J'atterris souplement sur le ballast. Et je suis debout à côté de ce train. Et j'attends ma mère, je crois qu'elle va sauter également. Ce train, grande masse sombre dans la nuit, crachant sa vapeur, sifflant, car c'était un train avec du charbon, c'était pas un train électrique à l'époque. Mais voilà qu'il s'arrête complètement le train. Ma mère ne peut plus sauter. J'entends les gardiens qui viennent de l'avant dans ma direction en tirant des coups de feu. Ma mère ne peut plus sauter parce qu'elle serait tombée entre leurs mains. Pour sauter, il faut que le train roule. Ma première idée était de courir en avant pour remonter dans mon wagon, pour ne pas être pris en faute et pour rejoindre ma mère. Mais pour faire cela, je devais aller dans leur direction. Et tout d'un coup, dans un moment, dans une illumination, dans un moment d'inconscience, un réflexe, j'ai tourné à gauche et j'ai couru très vite. Et j'ai couru toute la nuit dans les bois. C'était dans le Limbourg. Je ne savais pas où j'étais. Je me disais, où suis-je? Est-ce que je suis déjà en Allemagne ou encore en Belgique? Mais je sais, j'étais dans le Limbourg, province belge, à hauteur d'un village qui s'appelle Berlingen, entre Saint-Tron et Tongres. Je cours toute la nuit, le matin, j'arrive dans ce village et j'avise une petite maison qui m'inspire confiance. Maison d'ouvriers, parce que les belles maisons, les châteaux, étaient souvent occupés par les nazis. Je sonne. Une dame vient m'ouvrir. Elle me dit, qu'est-ce que c'est? Elle me dit ça en flamand. Wat is met dat? Et je lui réponds en français. Madame, j'ai joué près d'ici avec des enfants. Je me suis perdu et je vais retourner à Bruxelles chez mon père. Je n'avais rien trouvé de mieux que cette explication qui ne tenait pas debout. Que faisait un petit francophone dans le pays flamand? Les vêtements déchirés, pleins de boue, à 80 kilomètres de Bruxelles.
Enfin, elle pose pas de questions. Elle appelle un voisin qui prend sur son vélo et qui me conduit à la ville voisine, Borglone. Et là, il me dépose chez un monsieur. Et quand je vois ce monsieur, avec son uniforme et son revolver, un gendarme belge, pour la première fois de la nuit, j'ai vraiment eu peur. Je me disais, celui-là, il va me ramener à la Gestapo. Alors il me demande tout le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il connaissait pas l'histoire du train. Et je dis, j'ai joué, je me suis perdu. Il me croit pas. Il me confie à sa femme. Il prend son vélo, il va à la gare. Et là, il apprend l'histoire du train. Il revient. Et ce monsieur me dit ceci. Je sais tout. Tu étais dans le train des Juifs qu'on déportait en Allemagne. Mais tu dois pas avoir peur. Je suis un bon Belge. Je ne vais pas te dénoncer. Entendant ces mots, je suis tombé dans ses bras en pleurant, en lui parlant de ma mère. Sa femme m'a donné un bain parce que j'étais plein de boue, moi. Elle m'a donné à manger. Et comme je devais rentrer à Bruxelles dans un autre train, et que je devais être habillé correctement pour pas me faire marquer, parce que mes vêtements étaient tout à fait déchirés, elle m'a donné le costume de son petit garçon, qui avait à peu près mon âge. Puis ils m'ont conduit à une autre gare par sécurité, j'ai pris le train. Par miracle, il n'y a pas eu de contrôle dans le train. Je suis arrivé à la gare de Schaerbeek. Là, j'ai pris un tram. Je me tenais à côté du conducteur qu'on appelait le Watman. À l'époque, les trams marchaient avec une manivelle. Et ils étaient ouverts. Et pas de porte automatique. Et moi, je me tenais à côté du conducteur en regardant devant moi. Parce que si j'avais vu qu'il y avait un contrôle des nazis, j'aurais sauté du train. Je me disais, j'ai sauté du tram. Si j'ai sauté d'un train, je peux sauter d'un tram. Alors je suis arrivé chez mes amis scouts, Madame Rouffard, parce que dès qu'ils ont appris notre arrestation, Monsieur Rouffard est allé chercher mon père à l'hôpital pour le mettre en sécurité dans la famille Delsar. Moi j'arrive chez mes amis scouts, Rouffard, Madame Rouffard pousse un cri et elle me conduit. Elle me conduit chez mon père dans la famille Delsar. J'ai retrouvé mon père. On est alors le 20 avril 43. Et je dois encore attendre 17 mois pour que Bruxelles soit libérée. Le 3 septembre 44. Pendant 17 mois, j'ai été recueilli et caché dans des familles chrétiennes, catholiques. Quand j'ai changé 2-3 fois de famille par sécurité. Quand j'arrivais quelque part, j'allais d'abord dans le grenier pour voir comment je pourrais fuir par les toits. Chaque coup de sonnette m'effrayait. Pendant 17 mois, je ne suis presque pas sorti en rue. J'avais peur constamment, je rêvais toutes les nuits que j'étais poursuivi. C'est encore un rêve que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Mais malheureusement, pendant ces 17 mois, Hitler va quand même déporter les Belges et ma sœur partira le 19 septembre 43 avec le convoi numéro 22. Et quand elle part, après 6 mois d'internement à Malines, elle ne sait pas encore qu'elle va à la mort. Elle croit qu'elle va travailler. Tout était bien dissimulé. Les gens ne savaient pas. Et puis c'est la libération, le 3 septembre. Je retrouve mon père qui était caché séparément. J'attends le retour de ma mère et de ma sœur. Vous savez donc ce qui est arrivé, mon père est mort quand il a appris tous les horreurs qui ont eu lieu. Et je me suis retrouvé donc tout seul. Cette petite famille
Et j'avais alors, à ce moment-là, 13 ans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait tout seul? Bien, d'abord, j'étais dans une famille d'accueil pendant 2 ans. Et puis, à 16 ans, j'étais habité dans la maison de mes parents à Etterbeek. J'avais au 3e étage une mansarde qu'on appelle un code d'étudiant. Et j'avais 3 locataires qui me payaient un loyer. Avec cet argent, j'ai payé mes études. Je voulais absolument faire des études. À 23 ans, j'étais docteur en droit et avocat. Et je le suis encore maintenant. Et pendant 60 ans, j'ai presque pas parlé de tout ça. Pour plusieurs raisons. Je n'ai pas parlé de ça parce que s'il y avait constamment remué ces événements tragiques, j'aurais fait une dépression. Parce que je me sentais coupable. Pourquoi eux sont morts et moi je vis? Puis j'avais beaucoup de copains, comme vous en avez vous-même, beaucoup. Et ces copains voulaient me voir, mais pas pour entendre des choses pareilles. Et puis je devais songer aussi à construire ma vie. Je voulais vivre pour le présent et pour l'avenir, pour la joie et l'amitié, mener une vie dont mes parents auraient été fiers. Je voulais être heureux par fidélité pour mes parents. Parce que si ma mère m'a donné la vie, c'est pas pour que je sois malheureux. Et pourquoi je parle maintenant? Pourquoi je viens dans votre école? Pourquoi j'ai rompu le silence? Après 60 ans. Maintenant, ça fait 70 ans. Ça fait 10 ans que j'ai rompu le silence. Parce que, en 2000, 4 personnes sont venues chez moi. Un écrivain, un philosophe. Un résistant. Un éditeur. Un historien. Et ils m'ont dit, tu dois écrire ton histoire. Tu dois témoigner. Alors j'ai fait ça. Mon premier livre apparu en 2002. Il en est maintenant à la 4e édition. J'ai écrit mon histoire. Et ce livre, je n'ai pas changé, mais ce livre a changé ma vie. Parce que depuis lors, je suis invité partout, dans les écoles surtout, mais ailleurs aussi. Dans les écoles, en Belgique, en Flandre. Je suis invité maintenant à aller à Amiens, en France. J'ai été souvent en France. J'ai même été appelé dans des écoles aux États-Unis, et en Angleterre, et en Allemagne, et partout. Les jeunes sont formidables. Partout, ils sont pleins de bonté, comme vous. Alors, je viens vous parler, comme partout ailleurs, pour 3 motifs. 3 motifs. Premièrement, il y a des gens qui disent que c'est pas vrai. Ils disent qu'il n'y a pas eu de massacre en masse. Il n'y a pas eu de montagne de cadavres. Il n'y a pas eu de chambre à gaz. Il n'y a pas eu de faux crématoires. Ils disent ça, des négationnistes. Et je voudrais qu'ils aient raison. Parce qu'alors, j'aurais gardé ma famille. Ces gens sont dangereux. Ils nient les crimes d'hier pour en commettre d'autres demain. Mon devoir est de témoigner. Et ceux qui, comme vous, aujourd'hui, entendent un témoin, deviennent témoins à leur tour. Et puis, je parle également pour remercier les gens, les héros, qui ont risqué leur vie pour me sauver.
Les 3 jeunes garçons qui ont attaqué mon train à Boortmerbeek, petite ville entre Malines et Louvain, et ont sauvé 17 personnes. Ce fait-là est unique de toute la guerre, de tous les convois qui ont sillonné l'Europe. Pendant 5 ans, un seul convoi a été attaqué par la résistance, le 20e convoi où je me trouvais. Et ces gens-là ont encouragé indirectement, ont encouragé les gens de mon wagon à ouvrir la porte de l'intérieur et à se libérer. Et par conséquent, ils m'ont indirectement sauvé la vie. Le gendarme de Borglum, ces nazis avaient su qu'un gendarme belge avait protégé un enfant juif évadé. Il l'aurait fusillé. Ce gendarme est un pur héros. Les familles chrétiennes qui m'ont recueilli, caché, sauvé, traité comme leur propre enfant, ont pris des risques également. Ce sont des héros. Et vous devez savoir qu'en Belgique, plein de gens se sont portés au secours des persécutés, n'écoutant que leur cœur. L'œuvre nationale d'enfance, des couvents qui ont recueilli des gens, des ecclésiastiques, ou de simples citoyens. Moi, j'étais surtout aidé par des milieux, dans le milieu scout. Grâce à ces gens, maintenant, je suis père et grand-père. Mais pour moi, la première héroïne, c'est ma mère. Ma mère a mis son petit garçon sur le marchepied du wagon, marchepied de la liberté, de la vie. Elle a continué son voyage jusqu'à la mort dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Et puis je parle également au nom des victimes. Il paraît qu'Hitler a tué 6 millions de juifs, dont 1,5 million d'enfants. Mais j'ai pas fait le compte. Mais je dis qu'il ait tué 6 millions de personnes, ou seulement 1 million de personnes. Dans les 2 cas, la douleur est extraordinaire. Mais Hitler n'a pas tué que des juifs, il a tué plein de gens. Les tziganes, les handicapés, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les francs-maçons, les démocrates, les poètes. Il a tué plein de gens. Ce qui veut dire que les juifs n'ont pas le monopole de la douleur. Et je parle également au nom de victimes d'autres barbaries. Je pense au génocide arménien en 1915. Je pense au génocide du Rwanda, il n'y a pas si longtemps. Je parle au nom de toutes les victimes de toutes les barbaries. Mais je parle surtout pour vous, mes enfants. Vous devez savoir que la Belgique est un beau pays de liberté, de paix, de tolérance, de démocratie. Mais la démocratie doit être défendue tous les jours. Alors moi, je vous demande, à vous, s'il vous plaît, gardez notre pays comme il est, pour que vous, vos enfants, vos petits-enfants, un jour, par malheur, ne rencontrent pas la barbarie comme je l'ai rencontrée. J'ai terminé par les 2 plus beaux mots de la vie. La paix et l'amitié. Ça paraît banal, la paix et l'amitié. Mais c'est fondamental. Parce que quand c'est la guerre, tous les crimes sont possibles, toutes les propagandes. La guerre est le mal suprême. La paix est le bien-être suprême.
Et le deuxième mot d'avis, c'est l'amitié entre les hommes, c'est le respect mutuel. C'est pourquoi je vous dis, pour terminer, vive la paix et l'amitié entre les hommes.